Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a jamais ressenti ce petit malaise au boulot? Ce sentiment que ce qu'on nous demande de faire, ça coince avec nos convictions profondes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'un truc puissant, souvent invisible, qu'on appelle le conflit de valeurs. En gros, c'est le choc entre qui on est et ce qu'on attend de nous au travail. Et cette question, elle est vraiment centrale. Ce décalage, ce petit grincement intérieur qui ne part pas. C'est vraiment par là que tout commence. Et c'est une expérience que beaucoup de monde partage, bien plus qu'on ne le pense. Bon, alors, mettons des mots dessus. C'est quoi exactement ce décalage qui fait si mal? On va décortiquer ça ensemble pour voir pourquoi ça nous remue à ce point. Allez, soyons clairs, un conflit de valeurs, en fait, c'est quoi? Imaginez que vous avez une sorte de boussole intérieure, votre éthique, qui vous dit ce qui est juste, et puis il y a le travail qui vous demande de prendre une autre direction. Eh bien, le conflit, c'est ce choc, ce tiraillement constant entre ce que votre conscience vous dit de faire et ce que votre fiche de poste vous oblige à faire. En fait, c'est comme une bataille sur deux fronts. D'un côté, il y a nous, notre éthique pro, nos convictions, notre vision du beau travail. Et de l'autre côté, il y a le système, les procédures, les objectifs chiffrés, les deadlines impossibles, les budgets serrés. Le conflit de valeurs, il naît pile dans cet espace, dans ce grand écart entre les deux. Et là, attention, il faut bien comprendre un truc. Ce n'est pas juste une petite divergence d'opinion sur la meilleure façon de faire un tableau Excel. Non. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça vient taper directement dans notre identité professionnelle, dans qui on pense être au travail. Ça remet tout en question, jusqu'au sens même de ce qu'on fait tous les jours. C'est pour ça que ça fait si mal en fait. Alors, ce conflit intérieur, il est un peu comme un caméléon. Il ne se présente pas toujours de la même façon. En fait, il y a 3 grandes manières dont il peut se manifester dans notre quotidien. On va les regarder de plus près. Le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle le travail empêché. C'est hyper frustrant. Imaginez, on sait parfaitement comment faire son job et le faire bien. On a la passion, l'expertise. Mais on ne nous donne pas les moyens. Pas le temps, pas le budget, pas assez de collègues, des logiciels qui datent de la préhistoire. Bref, on est bloqué. On est littéralement empêché de bien faire son travail. Ensuite, il y a la deuxième forme. Et là, on monte d'un cran. C'est sans doute la plus violente sur le plan moral. C'est quand on nous demande carrément d'aller à l'encontre de notre conscience. Par exemple, appliquer une directive qu'on trouve injuste, ou vendre un service en sachant pertinemment qu'il n'est pas bon pour le client. C'est terrible, parce qu'on est forcé de faire l'exact opposé de ce que nos valeurs nous crient de faire. Et la troisième forme, elle est plus sournoise, plus insidieuse. C'est une sorte d'érosion lente. Le sens de notre travail se délite petit à petit. Les décisions d'en haut n'ont ni queue ni tête, les priorités changent toutes les 5 minutes, et au bout d'un moment, la question fatidique arrive, mais à quoi ça sert tout ça? Et là, la flamme, la vocation, elle s'éteint doucement et elle laisse place à un grand sentiment de vide. Bon, tout ça, c'est un peu théorique, non? Pour que ce soit plus parlant, on va regarder un cas très concret. On va voir comment ces conflits prennent vie sur le terrain et on va prendre l'exemple de l'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle des adultes en France. Alors, pour bien comprendre la situation à l'AFPA, il faut planter le décor. D'un côté, on a la mission de base de l'organisme, une mission sociale, aider les gens. De l'autre, des contraintes économiques de plus en plus fortes. Et le résultat concrètement, c'est quoi? Des sites qui ferment, des équipes surchargées à qui on demande d'être de plus en plus polyvalentes, des décisions qui tombent d'en haut et qui semblent complètement déconnectées. Tout ça, forcément, ça entame la fierté du métier. Le vrai cœur du problème, il est là. La raison d'être de l'AFPA, c'est d'aider les personnes les plus en difficulté à retrouver un travail. C'est une valeur super forte. Mais quand, en face, les seules décisions qui comptent sont celles dictées par les budgets, eh bien pour les salariés, c'est le grand écart. Un fossé se creuse entre la mission qu'ils portent au quotidien et les ordres qu'ils reçoivent. Et l'impact émotionnel, il est juste énorme. Mettez-vous à la place d'un formateur. Son job, son ADN, c'est d'aider les autres. Alors quand on lui demande de participer à la fermeture de son propre centre, ce n'est pas juste signer un papier, c'est avoir l'impression de laisser tomber les gens. C'est vécu comme une trahison pure et simple de tout ce en quoi on croit. Évidemment, toute cette tension, ça ne reste pas sans conséquences. Ça a un coût humain, psychologique, émotionnel, qui est vraiment très lourd pour les personnes qui vivent ça tous les jours. Et les conséquences, elles sont malheureusement nombreuses et parfois dévastatrices. Ça va de la perte de sens, la démotivation, à la colère, la frustration et souvent à un énorme sentiment de culpabilité, de honte même. Tout ça, ça porte un nom, la souffrance éthique. C'est cette douleur spécifique de devoir trahir sa propre morale. Et c'est une autoroute vers le burn-out, vers l'épuisement émotionnel. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça.
Le conflit de valeurs, ce n'est pas un petit caprice, un simple tracas. Non, c'est un vrai facteur de risque psychosocial, un risque majeur. Il est souvent invisible, on en parle peu, mais sa capacité à détruire la santé mentale au travail est redoutable. Mais attendez, et si on changeait complètement de perspective, si on regardait ce conflit différemment? Et si, au fond, ce n'était pas juste un problème? Écoutez bien cette idée parce qu'elle change tout. Une personne qui vit un conflit de valeurs, ce n'est pas quelqu'un de pas adapté ou de trop fragile. C'est même tout l'inverse. Si cette personne souffre de ce décalage, c'est précisément parce qu'elle est passionnée par son métier, parce qu'elle y est profondément engagée. En fait, ce conflit, c'est un signe de bonne santé professionnelle, un signe de vitalité. Ce n'est absolument pas une faiblesse. Du coup, si on arrête de voir ça comme un problème individuel et qu'on commence à le voir pour ce que c'est, un signe d'engagement, alors tout change. Ça ouvre la porte à une question hyper importante. Et si les entreprises, au lieu de mettre ça sous le tapis, écoutaient enfin ce que ces conflits racontent, ce qu'ils disent de leur propre organisation? Peut-être que la vraie clé, pour retrouver du sens au travail, pour tout le monde, elle est justement là.